Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début de week-end. Reims Olympique Lyonnais, ça sera ce soir à 21h. Je vous ai fait un avant-match, vous pouvez le voir avant, ou peut-être même après le match. Certains regardent toutes les vidéos même après coup. Merci en tout cas de votre fidélité les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et poser des likes, beaucoup de likes sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça référence au mieux la chaîne. Alors petite vidéo un petit peu spéciale, vous le savez, je rebondis sur toute l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et hier, il y a eu un énorme publi-reportage sur notre cher président, notre cher patron, John Textor, plutôt le patron de l'Olympique lyonnais, mais comme nous sommes supporters, c'est un petit peu notre patron. On va dire ça comme ça. John Textor a eu donc 10 pages dans le magazine L'équipe. 10 pages consacrées à sa vie, aux coulisses de sa vie, puisque Hugo Guillemette, le journaliste de l'équipe, a suivi John Textor pendant une semaine. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un petit peu romanesque tout ça, puisqu'il a suivi John Textor de partout, Miami, Londres, Rio, la France aussi, puisqu'ils ont été de retour à Lyon, et puis aussi l'Angleterre, parce qu'il a aussi ses attaches en Angleterre. Donc c'est vraiment 10 pages où on voit un petit peu les coulisses de la vie de John Textor. Et ce que je peux vous dire vraiment, c'est que cet homme-là a une vie trépidante, la vie trépidante d'un kéké millionnaire, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à sa fortune. Est-il milliardaire? Est-il millionnaire? Eh bien, on est plus proche du million, voilà, dans cet article où on nous décortique un petit peu tout le patrimoine de John Textor, vraiment assez incroyable. On sait qu'il a une maison incroyable à Miami, dans le plus riche des quartiers de Miami. On sait qu'il a aussi une maison en construction à plus de 50 millions de dollars juste à côté. Donc il va déménager. On sait qu'il roule en RSQ7, mais sans chauffeur. RSQ7, oui, je crois que c'est ça. Ou une RS7, je ne sais pas, une marque de la marque Audi, donc une super sportive à plus de 200 000 euros. Évidemment, on sait qu'il a aussi une île aux Bahamas, et oui, une île qui lui appartient, où il a une baraque incroyable, où il a son bateau aussi, où il peut aller faire de la pêche. On sait aussi qu'il a une très belle baraque du côté de Londres, dans le fameux quartier de Chelsea, mais qu'il n'a pas d'appartement encore du côté du Brésil, et qu'il en a marre de l'hôtel, et qu'il est en train de regarder les penthouses du côté de Rio de Janeiro. Donc voilà, on a un John Textor qui se pavane dans tout ce luxe, et il aime dire qu'il a des propriétés assez incroyables, et c'est en ça que l'article est assez drôle, entre guillemets. On n'apprend rien de spécial, à part que c'est un homme d'affaires un petit peu fantasque, marginal, qui, on le rappelle quand même, est sous le coup de sanctions de la DNCG, qui en ce moment est accusé par pas mal de supporters de couler le club et de ne pas donner de véritables raisons d'être optimiste, vous voyez, donc de beaucoup l'ouvrir, mais qu'au final, on aurait plutôt affaire à un certain bonimenteur. Donc dans cette publication de 10 pages, Hugo Guillemette dit qu'il aurait pu en faire bien plus, tellement que John Textor était affable de raconter pas mal de choses, entre les jets privés, oui, parce que voilà, l'ami se déplace qu'en jet privé, et il passe que très peu de temps dans son Miami, je dirais, de résidence, puisqu'il est entre toutes ces activités. Alors les locaux flambant neufs du groupe Eagle, hein, alors que soi-disant il y a une semaine on était proche d'une cessation d'activité si jamais tout se goupillait mal, mais là ils ont des bureaux flambant neufs. Donc voilà, Hugo Guillemette a pu aller dans ces locaux flambant neufs. Il a pu aussi résider dans sa
fameuse maison de Miami où il a une pelouse qui est la même que celle utilisée au Qatar lors de la Coupe du Monde. Voilà, on a un John Textor qui met le maillot de l'Olympique Lyonnais de la saison dernière, le bleu, et qui essaye de faire des jongles, voilà, en montrant qu'il a aussi une capacité footballistique. Il montre aussi qu'il a pas mal de bibliothèques dans sa maison, mais qu'il a été diagnostiqué d'un trouble de l'attention quand il était jeune, donc il ne peut pas se concentrer sur un livre, donc ça paraît étonnant qu'il ait une bibliothèque, mais qu'il puisse ne pas se concentrer sur un livre. On voit un John Textor qui est, par exemple, le lundi à Miami, et puis le mardi, il part à Rio de Janeiro pour aller voir Botafogo. Et alors là, c'est la star incroyable. Les douaniers se battent pour vérifier son passeport. Les gens font des photos avec lui. Il a un garde du corps, les amis, qui est quelqu'un de costaud. Il se balade en van blindé, puisque voilà, il pourrait y avoir des menaces sur lui. Donc quand il arrive au stade de Botafogo, il paraît que c'est Mickey Mouse en tournée. Il adore faire des bises avec les gens, il adore se prendre en photo, il adore aussi faire le show. C'est ce qu'il sait faire de mieux. C'est un acteur américain. C'est quelqu'un qui vit pour ça, qui vit pour les caméras. Et à Rio, c'est vraiment le cas. C'est là où il se sent finalement très bien. On s'est souvent dit en tant que supporter de l'OL, pourquoi John Textor avait autant d'affection pour Botafogo, qui fait une saison assez incroyable. Eh bien, c'est parce que là-bas, il est une véritable star. Voilà, donc tout le monde veut lui faire le baise-main, tout le monde veut faire sa photo avec lui. C'est un héros national. Voilà. Donc il aime bien passer du temps à Botafogo. Et Hugo Guimet s'est empressé de l'écrire, évidemment. Et puis, il n'y a pas que ça, parce qu'après, quand il retourne en Europe, il va voir les matchs de Crystal Palace par moment, puisqu'il a toujours des parts là-bas qu'il essaye de vendre. Vous voyez, il y a ça aussi. Et puis, il passe beaucoup de temps, l'ami, au téléphone avec des investisseurs. Ah, ça marche, puisqu'il a réussi, soi-disant, à trouver 40 millions d'euros de la part d'un investisseur pour le groupe Eagle. Ah, ça va faire nos affaires, donc c'est absolument génial. Et puis, comme je vous ai dit, il part se ressourcer aux Bahamas, juste avant la DNCG. Wow, c'est incroyable. Imaginez-vous cette vie de rêve. Il est dans sa piscine, il passe des coups de téléphone. Entre-temps, il commente un petit peu les résultats de ce qui s'est passé avec l'Olympique Lyonnais contre Offenheim. Et en critiquant Pierre Sage, mais pourquoi il fait une défense à 3? Je déteste la défense à 3. Et puis pourquoi il est resté là-dedans tout le match alors qu'on perdait? Enfin, il était furax. Et apparemment, John Textor est souvent calmé par les directeurs sportifs des différents clubs, dont Mathieu Louis-Jean, qui joue ce rôle un petit peu de tampon avec Pierre Sage. C'est vrai que c'est compliqué pour un entraîneur d'être sous la direction de John Textor, qui remet toujours tout en cause, qui veut toujours tout savoir, les compos, pourquoi ci, pourquoi ça, qui est furax tout le temps, qui est... Voilà, je dirais toujours show-off un petit peu, et c'est, je pense, très très compliqué de travailler avec quelqu'un comme lui. Et Pierre Sage, il le sait très bien, il essaye d'être le plus zen possible, mais ça doit être quand même compliqué quand tous vos choix sont régulièrement remis en question. Et on met, je crois, dans un petit coin, mais il aime bien quand même Pierre Sage, et il dit souvent, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il préfère des entraîneurs qui cherchent tout le temps à gagner que des entraîneurs qui cherchent à ne pas perdre. Et il dit, je vire ces entraîneurs-là qui ne cherchent à ne pas perdre. Donc, voyez un petit peu tout le bougli-bougla, je ne sais pas comment on dit, de John Textor, de la vie de John Textor, qui est un homme qui vit aux quatre coins de la planète, dans les avions, le luxe, etc. Et qui aime le montrer. Et je trouve que et c'est là où je veux en venir un petit peu sur ce fameux conflit d'intérêts journalistique qui est présumé un petit peu dans ce genre de reportage à la Paris Match, parce que certains journaux comme Paris Match aiment souvent faire des portraits de présidents, de candidats, d'hommes influents, les montrant sous leur meilleur jour. C'est un petit peu le cas de ce reportage de 10 pages sur John Textor, où on le montre comme quelqu'un de super jovial, super cool, qui nous parle même des élections américaines en disant que Trump, c'est un enfoiré. Comme ça, il parle comme ça, c'est vraiment à la volée, ouais, c'est un enfoiré. Mais c'est bon pour le business, et c'est le plus important. Voilà ce que dit en soi John Textor. Donc, on montre le visage de quelqu'un qui est finalement un super gars, un super businessman, qui est quelqu'un
en qui on peut avoir confiance. Et c'est ça, aujourd'hui, que je reproche un petit peu à ce publi-reportage commandé par le groupe Eagle au journal L'Équipe. Et c'est pour ça que, pour moi, quand je lis ça, je parle que pour moi, je trouve qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts. Ce ne sont que mes pensées, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que on sait que la situation de Eagle Football est compliquée, on sait que l'OL est en difficulté, on sait que John Textor est beaucoup critiqué en ce moment, mais on va essayer de lui faire un reportage plutôt sympa pour montrer que c'est un personnage auquel on peut avoir confiance. Et c'est ça un petit peu qui me dérange, c'est ce potentiel conflit d'intérêts journalistique. Parce que là, on a affaire à un véritable voyage de presse. Et d'ailleurs, je vous lirai quelque chose par rapport à ça, quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, qui est très très intéressant par rapport à ça. On sait que le journal L'Équipe fait partie du groupe Amaury. Le groupe Amaury, c'est le plus grand groupe de médias concernant le sport, etc. C'est vraiment extraordinairement gros. Et le journal L'Équipe appartient à Amaury Média. L'Équipe, c'est en 2019 34 millions de lecteurs sur un mois. 34 millions. Imaginez que c'est encore plus énorme aujourd'hui. Ils se sont mis sous la forme d'une presse tabloïde. Alors ça vient des quotidiens britanniques où on dit la presse tabloïde. Qu'est-ce que c'est la presse tabloïde? C'est la presse populaire, un petit peu à scandale. Et aujourd'hui, ils se sont mis au format tabloïd. Donc L'Équipe est aujourd'hui un petit peu un tabloïd. Donc il faut faire quelque chose de sensationnel. Groupe Amaury, dont faisait partie, et notamment le groupe L'Équipe, parce que c'est comme ça je crois que c'était son rôle, Laurent Prudhomme, qui était directeur général du groupe L'Équipe. Il a été débauché l'année dernière par John Textor pour devenir directeur général de l'Olympique Lyonnais. Donc, vous voyez un petit peu cette sorte de connivence. On essaye un petit peu de trouver des ramifications médias. Comme je vous ai dit, L'Équipe, c'est 34 millions de lecteurs chaque mois, minimum. Donc, il y a de l'impact. Hugo Guimet, lui, est le journaliste qui suit l'Olympique Lyonnais sur le mercato, dans le quotidien, etc. C'est le journaliste attitré de L'Équipe à l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il y a Sani Dalmat aussi, mais lui, c'est lui qui fait en 90% de tout le travail journalistique pour L'Équipe et en suivant l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un poste très, très important de suiveur. Il faut créer des connexions. Et on peut imaginer qu'il y a connexion aujourd'hui entre le journal L'Équipe et l'Olympique Lyonnais de John Textor. Et ces 10 pages, ne font pas exception. Alors, bien sûr, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'avis. On suit l'avis de John Textor et on reporte certaines choses. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'avis critique, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est très malin, c'est très bien fait parce que ce publi-reportage, il n'est pas attaquable en soi. Et il est super à lire, hein. Sincèrement, je me suis régalé à le lire. Et je tiens à le dire, j'ai rien de personnel contre Hugo Guimet, que je ne connais pas. Donc je suis, c'est vrai, tous les articles, puisque c'est grâce à ces articles que je vous fais certaines vidéos, même celle-ci. Donc je me base sur son travail pour faire des vidéos. Mais Hugo Guimet, c'est un personnage public aujourd'hui, une sorte d'influenceur olympique lyonnais. C'est quelqu'un dont la parole est écoutée, il est sur tous les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je loue son courage pour avoir parlé publiquement de la situation à Gaza et d'avoir pris parti, ce qui est plutôt difficile. Donc il a des choix courageux, mais c'est un personnage public. Il intervient dans l'Équipe du soir où il est extrêmement pertinent. Donc aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes un journaliste public et que vous êtes sur pas mal de médias en même temps, vous êtes soumis à une certaine critique de votre travail. Et c'est ce que je fais un petit peu dans cette vidéo. Et j'ouvre un petit peu la question sur la déontologie et sur le conflit d'intérêts chez les journalistes. On peut se poser cette question parce que ce voyage, qui l'a financé, ce voyage d'une semaine quand même, sur plusieurs continents, c'est pas anodin. Et ça fait partie quand même de quelque chose qui est assez intéressant. C'est, comme je vous ai dit, sur la déontologie de la presse. Et j'ai trouvé quelque chose qui était plutôt intéressant. C'est tiré d'un livre de Dominique Gerbeau, La presse française en manque
d'une instance déontologique. Écoutez ce que je vais vous lire parce que c'est très intéressant. Le fondement sur lequel repose la légitimité et la force de la presse, à savoir le contrat de confiance entre un média et ses lecteurs. Ce contrat suppose que le journaliste qui transmet une information soit un relais, un passeur, un intermédiaire totalement désintéressé. Son seul souci est de servir son lecteur, auditeur, téléspectateur. Il ne peut pas y avoir d'intention ni même d'intérêt caché dans cette relation. Or, souvent, les conflits d'intérêts se dissimulent, comme l'aurait dit un certain célèbre coureur cycliste, à l'insu du plein gré du journaliste qui n'a pas de mauvaises intentions, mais préfère ne pas trop se poser de questions. Les deux documents de référence pour la profession, et c'est là où c'est intéressant, la déclaration des devoirs professionnels du journaliste, rédigée en 1918 par le syndicat des journalistes, complétée en 1971 par la charte des devoirs et des droits des journalistes, dite charte de Munich des syndicats de journalistes de la communauté économique européenne, n'utilisait pas les termes de conflit d'intérêts et se préoccupait essentiellement d'assurer au lecteur une information exacte, honnête, pluraliste et indépendante. Deux phrases de ces chartes évoquent implicitement les conflits d'intérêts. Un journaliste digne de ce nom ne touche pas d'argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d'être exploitées. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. Reste qu'un comportement irréprochable n'enlève pas pour autant le soupçon que peut avoir le lecteur. Et la commission Sauvé a bien spécifié que les intérêts personnels peuvent être matériels, patrimoniaux, financiers, commerciaux ou moraux, philosophiques, politiques, religieux, syndicaux. Aucun code professionnel ne régit les conflits d'intérêts. Ils sont pourtant légion. Passons en revue les plus fréquents dans le journalisme. Et là, il y a un exemple. Le premier concerne non pas les journalistes, mais les journaux. Que de grands médias d'information générale et politique soient propriété d'industriels dont l'activité dépend parfois de commandes de l'État, pose d'emblée la question du conflit d'intérêts. Par exemple, les journalistes du Figaro ne peuvent pas se permettre la moindre critique des avions d'assaut. La question aussi, et là c'est essentiel par rapport à ce qu'on disait, et ce publi-reportage d'une semaine de Hugo Guillemet sur John Textor, c'est les voyages de presse. On peut considérer que c'est une sorte de voyage de presse. La question évoquée des voyages de presse fait l'objet de longs débats dans les rédactions. Toutes voudraient pouvoir s'en dispenser, mais beaucoup les acceptent faute de moyens. Le Monde précise que le recours au voyage de presse doit rester exceptionnel et se justifier professionnellement. Il ne saurait valoir engagement du journaliste ou de sa rédaction à publier un article en résultant. Le point va encore plus loin et précise dans sa charte que la fréquentation d'un voyage de presse est toujours délicate. Elle fait du journaliste un obligé de la puissance invitante. Un petit peu comme Hugo Guillemet dans cet article. La tentation est grande, ensuite, pour le journaliste de remercier par un article complaisant. Le lecteur n'a rien à y gagner. La règle consiste à refuser les voyages de presse, à moins qu'il ne soit la source d'accès unique à une information. Le journal prend alors en charge des frais principaux, transport et hébergement. Céder aux pressions, accepter des cadeaux, jadis aux assemblées générales de Dassault, les journalistes se voyaient remettre à l'entrée une enveloppe avec un billet de banque. Participer à un voyage de presse aux Seychelles pour tester un nouveau parfum, par exemple. Les journalistes sont régulièrement confrontés à des situations délicates. En France, toutes les professions ont des règles déontologiques, sauf celle des journalistes. Certains médias ont rédigé des engagements internes, nous en avons cité plusieurs ci-dessus, je vous l'ai dit. D'autres font des références aux chartes de 1918 et de Munich, mais celles-ci ne s'imposent à personne, ni aux journalistes, ni aux patrons de presse. Même le projet de déclaration des droits et des devoirs de la presse libre rédigé en 1945 disait que la presse est libre, elle ne dépend d'aucune contrainte publique ou de l'argent, seulement de la conscience de ses journalistes et de ses lecteurs. Cette volonté d'avoir une presse totalement indépendante est très ancrée en France, pas d'autorité
pas de règles. C'est un petit peu long, mais je pense très intéressant à dire. Et il faut toujours l'avoir en tête. Les journalistes, ils sont reliés à des patrons, comme aujourd'hui le journal L'Équipe avec Eagle Football. Quand vous avez des informations transfert à l'eau, ça vient de très très haut. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, un système d'échange de bons procédés. C'est un petit peu comme ça que ça se joue aujourd'hui. Donc forcément, on peut être suspicieux. Rappelez-vous quand Hugo Guillemette a parlé du fait que Nouama avait été pleuré dans les toilettes et que l'Olympique Lyonnais, John Textor et Mathieu Louis-Jean lui avaient mis la pression. Coup de téléphone de John Textor, qu'est-ce que tu as raconté? Tout de suite, il y a eu une sorte, pas de démenti de Hugo Guillemette, mais une rectification. Donc, vous êtes lié plus ou moins avec celui qui vous informe. On l'a vu régulièrement, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse nationale, avec les politiques, souvent les journalistes parlent de sources internes, de sources qu'ils ont. Eh bien, ce sont des sources directement dans un parti ou même directement dans les cabinets ministériels. Et donc, ils déjeunent, souvent, ils sont invités à des réunions avec des déjeuners, avec des chefs politiques, avec des chefs d'État. Et vous voyez, il y a ce petit conflit d'intérêts qui va poindre un petit peu. Et c'est un petit peu aussi le cas, je pense, de tous les journalistes suiveurs de l'Olympique lyonnais qui ont des relations privilégiées avec John Textor ou d'autres qui sont invités au restaurant, etc., etc. Nous, ce qui fait la force de cette chaîne, et je le répète un petit peu dans cette vidéo, c'est qu'on est indépendant. Personne ne nous dit quoi faire, personne ne nous dicte quoi dire, et je trouve que c'est une force, c'est pour ça qu'on n'a pas de sponsor, et que je refuse aussi certaines demandes, c'est pour rester complètement indépendant. D'avoir vraiment cet avis objectif, et je pense que c'est ce qui vous plaît, vous le savez, on aura toujours cette liberté de parole, évidemment dans la limite des choses, pas de haine, pas d'insultes, etc. Mais on sera toujours dans l'analyse et on vous fera connaître nos points de vue toujours. Et je pense que c'est très très important, on est la seule chaîne qui le fait, qui est la seule chaîne consacrée à l'Olympique Lyonnais. Donc on espère que ça va perdurer le plus possible. L'indépendance, c'est ce qui fait de nous, je pense, une chaîne particulière. Donc merci en tout cas de votre soutien. J'attends vos réactions. Très important sur ce public reportage de l'équipe. Je vous invite d'ailleurs à aller le lire pour ceux qui ont le journal de l'équipe. C'est 10 pages. C'est très intéressant. C'est très bien écrit. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous remercie de votre fidélité. Un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Cœur sur vous les amis. Ciao!